ce qui est parfois dramatique, et je ne suis pas curieux, c'est par exemple deux êtres qui se sont aimés, un n'aime plus l'autre, et l'autre, pour rattraper, il est d'une maladresse incroyable. Et dans le vieux parc solitaire et glacé de Verlaine. Bien sûr, vous avez raison, c'est vrai. Mais la maladresse, elle vient de la peur. Oui, c'est ça. Oui, mais ça peut réussir être très douloureux. Et alors, plus il insiste ou elle insiste, et plus l'autre se Et plus c'est pénétrable, en fait. C'est atroce. Mais ça, je le raconte dans le livre. Effectivement, il y a une personne du couple qui dit à l'autre, écoute, si tu veux me récupérer, drague-moi. Oh, vous vous rendez compte, quand vous avez vécu avec quelqu'un, tout à coup, la même personne dit drague-moi. Vous avez l'impression que vous allez être ridicule, quoi. Je sais pas, car votre mari, votre femme, et puis dites-lui drague-moi au moment où ça va pas, il va faire une grosse tête, je l'assure. Et c'est une situation à laquelle j'ai assisté. J'ai vu un homme et une femme, le mec dire ça à sa femme. Drague-moi, parce qu'elle avait effectivement, moi, elle était trouvée ailleurs. Et elle était perdue, en plus, c'était dans les rôles inverses. Et la grande question, c'était comment on fait pour draguer? 20 ans avait passé. Comment on fait pour draguer? Donc effectivement, dans le livre, ça tombe à ce que vous dites exactement. C'est-à-dire qu'il faut tellement essayer de draguer qu'on en devient complètement maladroit et qu'on ne sait pas comment l'inventer. Quand tout ça est en début d'histoire et tout, on sait faire les gestes, on ne sait même pas qu'on drague. Mais quand on vous demande de draguer, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut louer des avions et des panneaux dans le ciel, je t'aime. Il faut écrire sur les murs de son appartement à toi pour la vie. Il faut envoyer des fleurs par centaines. Il faut... je ne sais pas, enfin, les questions se posent. Et si vous vous posez les questions, vous verrez qu'elles sont très très difficiles à trouver. En fait, dans ce livre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé justement de trouver toutes ces questions qu'on se pose et qui paraissent sans réponse, quoi. Et pourtant, il y a des solutions. Oui. Moi, je voulais demander la question que tu avais posée au début, est-ce qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Je pense qu'on peut aimer deux personnes. Alors, on ne parle pas d'enfants ou de grands-parents, on peut aimer évidemment des personnes de façon différente, mais en termes d'amour, d'amour véritable, je pense que ça peut durer qu'un court temps. Parce qu'en fait, on aime et on est amoureux de quelqu'un d'autre à un moment. Mais être amoureux, ça ne dure pas, on sait, c'est un état passager. Donc je ne pense pas que c'est pas possible. Pour moi, après, des gens... Oui, parce que là, les personnages, ils rencontrent quelqu'un d'autre et il n'est plus question de l'autre. Parce qu'ils ne se demandent pas, est-ce que j'aime encore mon conjoint ou ma conjointe? Ben si, il sait qu'ils savent, elles savent qu'elles... Si, bien sûr. Elles savent très bien qu'elles aiment l'autre, mais le problème, c'est qu'elles sont très... Quand on tombe amoureux ailleurs et qu'on aime d'autre part, je vous assure, ça a été traité par... on a vu ça dans tout le théâtre... dans toute la littérature, hein, c'est quand même un sujet assez commun au départ. Après, c'est la façon de le faire, mais je ne sais pas, il y a des gens qui vous disent qu'on peut aimer deux personnes à la fois. Alors là, je mets tous les hommes à dos, mais les hommes vous disent plus aisément que c'est possible et les femmes vous disent que non. Et j'ai interrogé beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a différentes façons d'aimer, surtout, et que aimer et être amoureux, c'est pas la même chose. L'amour véritable, c'est une fois ou deux dans la vie, un amour de jeunesse, un amour adulte. Le reste du temps, on peut être amoureux très longtemps de quelqu'un. Hein. On peut être amoureux pendant quelques années de quelqu'un, mais tout à coup, on n'est plus amoureux. Mais ça tombe comme ça, hein, c'est rapide quand on n'est plus amoureux. C'est un peu comme une grippe qui s'en va. Quoi. Non, mais c'est vrai, être amoureux, c'est un peu ça. Alors que le sentiment d'amour, c'est un sentiment extrêmement durable et qui ne fond pas au soleil. Ça a à voir avec la volonté, ça, je suis tout à fait d'accord. Ah oui, c'est vrai. Je pense que oui, j'ai beaucoup réfléchi après cette phrase qu'on m'avait dit. Et je pense que c'est vrai. À deux. Dans un projet commun et en parlant beaucoup. Ce que je trouve assez... On n'entend pas. Le micro. Le micro. Ici, il marche. Vous êtes sûr? Oui. On entend bien. On met un petit peu seulement. Pas pour être méchant, mais il faut entendre ce qu'elle dit. Ah, voilà, ça y est, c'est bien. Je trouve bien ça dans votre livre. J'ai adoré, c'est l'aveu. C'est l'aveu. Parce que s'il n'y a pas eu l'aveu, peut-être qu'il n'y aurait pas de roman. Mais c'est assassin, parce que devant l'aveu, donc celui qui est. Moi j'imagine que celui qui est. Il n'est pas prêt à recevoir une chose pareille. Donc, il n'a plus 36 options devant lui. Soit il est complice, qui est beaucoup content,
soit, comment dire, il va quitter la personne qu'il aime toujours par orgueil, alors que si on reste dans le... Ah, c'est la question que je pose. Est-ce qu'il faut le dire ou pas? Pour moi, non. Parce qu'on laisse au moins une porte de sortie. Alors, si les choses se raccrochent, bon, l'homme, le temps passant, va se dire... Le sentiment amoureux, ça va partir. Voilà. Et il se dire, oh, ben, j'ai rêvé, je me suis fait des illusions, sans doute. C'est rien passé, c'est moi qui imaginais. Moi, je me dis, personnellement... Je crois qu'on est tous faits différemment pour ça. Pour le coup, il y a des gens qui ne supportent pas mentir. Là, on vient à une autre thématique que je traite là, c'est la thématique du mensonge. Il y a des gens qui peuvent mentir sans que ça leur pose trop de problèmes. Ils cloisonnent. Hein. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas mentir parce que ce sont des gens qui ne sont pas construits. Là, c'est encore des trucs de psy, mais soit on est construit en étant complètement décloisonné à l'intérieur de soi, on est une personnalité, un moi, enfin bon, je vais pas rentrer dans un truc trop psychanalytique, mais pourtant c'est ainsi que ça se joue, soit on est structuré de façon à pouvoir cloisonner en plusieurs fois ou en des milliards de fois, ce qui peut être dangereux aussi, puisqu'on sait par exemple les mythomanes, c'est des gens qui sont cloisonnés en 10 000 fois, ou je ne sais pas, enfin je dis n'importe quoi pour le chiffre, mais en beaucoup de fois, et c'est pour ça qu'ils ne se rendent absolument pas compte du mal qu'ils font. Mais quelqu'un qui est dans la norme, comme nous tous ici, il peut être cloisonné en quelques petites fois. Et le mensonge peut ne pas être un problème parce qu'il va protéger l'autre. Mais la personne qui a eu, je ne sais pas moi, qui a rencontré le mensonge dans son enfance, par lui de sa famille, après on peut trouver plein de mille histoires psychologiques, mais les aspects psychologiques, cette personne-là ne sera pas capable de ne pas mentir. Mais il y a quand même le mensonge pour ménager l'autre. Je veux dire que ce qu'on appelle la réduction mensonge. Bien sûr. Mais ça dépend de la façon dont on est construit. C'est peut-être pas une histoire, parce que là, ça parlait quand même de la déchirure de l'aveu. Non, ça aurait fait un autre livre. On aurait fait un autre livre. Parce qu'on pourrait enlever à mon avis, on pourrait enlever toutes les phrases en disant je l'ai dit, on a le livre, hein. Il suffit de les barrer au crayon. Tout de suite, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais pourquoi ils le disent? Voilà. Mais ça, oui, mais il y a d'autres personnes qui le lisent et qui disent c'est bien de l'avoir dit. Donc on ne peut pas savoir. Après, il y a une autre question qu'il faut se poser aussi. Quand on se pose la question pour l'autre, c'est de dire est-ce que moi j'avais envie de savoir? Voilà, vous avez la réponse. C'est parce que vous n'avez pas envie de savoir, que vous n'avez pas envie de dire. Vous voyez, après, si on dit moi je préfère savoir, alors après c'est avec nous aussi qu'on préfère le dire. Voilà, mais c'est plus une histoire de structure. C'est ce que j'ai, c'est une histoire de structure qui n'a rien à voir avec ce qu'on est, mais qui a à voir avec ce qu'on nous a donné dans le passé par nos parents, par nos grands-parents, et par l'éducation qu'on a eue. Je pense quand même que celui qui dit je veux savoir, je serai bien après, je ne sais pas, personne n'est prêt à savoir et à recevoir. Enfin, encore une fois, moi-même, la vie, c'est difficile de recevoir quelque chose qu'on a réclamé. Mais sous-entendu, on a, j'imagine, qu'on espère qu'on ne fera pas le nom, c'est pas vrai. Enfin, j'imagine. Alors là, je parle. C'est quelque chose qui va se dire au début, alors je ne sais pas. Se dire au début, maintenant, si ça arrive, je vais pas savoir, ou si ça arrive, je vais savoir. Mais après, ça évolue. Je ne sais pas, je crois qu'il y a une question d'âge aussi. Oui. Je pense qu'on est plus prêt à entendre des choses, à faire comme si on les avait pas entendues quand on vieillit. Alors que quand on est très jeune, on ne supporte pas. Quand vous disiez, quand on peut reconstituer. Ça dépend si on est très fort dans son amour. Ouais. C'est compliqué, hein, de toute façon. C'est très complexe, cette histoire d'amour. Alors à cet effet, je vais vous lire un petit passage, parce que tout à l'heure on parlait de draguer, et je vais lire ce petit passage. Ça va donner des idées, c'est ça? Voilà. Jusqu'à cette heure où elle m'envoya ces quelques mots. Bon, quand est-ce que tu vas te décider à me draguer? Et elle avait mis un smilet, une émoticône en forme de sourire à la fin de l'interrogation. La draguer Léa. Mais comment fait-on pour draguer? Cela faisait-il partie de la reconstruction peut-être? Et c'est la question. Est-ce que le fait qu'il y avait cette coupure entre Léa et la narratrice, où il n'y avait pratiquement plus rien d'amour, le fait qu'elle dise à la narratrice « mais drague-moi pour reconquérir », est-ce que c'est une reconquête quelque part? Ah oui, bien sûr. C'est surtout quand quelqu'un vous dit ça, ce qui est vraiment très rare dans la vie, c'est qu'il a envie et que lui-même est déjà en train de faire un pas vers vous, je crois. On ne dit pas à quelqu'un drague-moi si on, je sais pas, sans que
si on dit à quelqu'un de moi, c'est qu'on a envie qu'il réussisse à le faire et qu'on lui tend une perche. Et en l'occurrence, là, dans ce couple-là, c'est en plus l'autre qui va essayer d'arranger les choses. Donc, on a fait. Attends, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'amour. Hein. Je dis, j'ai parlé. Voilà. Parce que là, je me pose. Non, je ne suis pas une spécialiste de l'amour, simplement, j'ai entendu beaucoup de gens, comme tout auteur, comme tout écrivain, j'écoute beaucoup ce qui se passe autour de moi. J'en ai beaucoup entendu, comme nous tous dans une vie déjà, mais peut-être encore plus parce que j'ai fait attention et que je cherche souvent à comprendre. Encore plus, je regarde les détails et j'observe beaucoup. Mais ce que je dis, moi, c'est juste dans cette histoire-là, c'est comme ça. Après, dans d'autres histoires, ça peut être autre chose, et le livre suivant sera peut-être totalement différent. Oui, mais ce livre nous laisse quand même pas mal d'interrogations qu'on doit se poser. Bien sûr, mais ça, c'est en revanche des questions qui sont universelles sur l'amour. Voilà, parce que bon, il y a la routine qui s'installe, il y a... Et je ne prétends pas donner de réponse, c'est-à-dire que je ne peux pas en donner, je peux donner des pistes. Tout à fait, mais c'est ce que j'ai bien compris dans la lecture de ce roman. Mais il est certain qu'à la lecture de ce roman, là, on se pose des questions de fond, parce qu'il y a des questions de fond à se poser. Et je crois qu'il est très utile pour cela. D'abord, félicitations pour l'écriture, parce que c'est une très bonne écriture. Il y a un bon verbe, il y a une belle sémantique, je te félicite pour ça. Et j'aimerais aussi parler, bon, les personnages, on les a un petit peu survolés. Ça donnera l'occasion à notre public de ce soir de se procurer le livre, puisque nous en avons ici. Marie-Ange a quelques livres ici qu'on pourra vendre, et pour que Brigitte puisse les dédicacer également. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle de Brigitte, parce que c'est vrai, on a fait un tour d'horizon dans ce roman des principaux acteurs, de Léa, on a parlé aussi, c'est vrai, on n'a pas parlé de Marie, parce que la coupable, entre guillemets, ce n'est pas ce coupable, mais tout provient de Marie, ce baiser qu'elle donnait à la narratrice. Elle envoie quand même un texto, un article, il y a une reconstruction, c'est pas d'une élégance folle, mais bon, voilà, ça ne fait que attiser, il fallait que ça fasse quelque chose. Alors moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Brigitte Carnet, parce que moi j'aime bien, surtout lorsqu'un auteur vient de rendre de connaître un peu plus l'auteur, et non pas parler que du roman, parce que le roman ensuite on peut le lire chez soi tranquillement. Et alors j'ai regardé sur Internet, et j'ai vu quelque chose qui m'avait intéressé, de Pierre Segers, auquel tu avais envoyé 17 poèmes, et qu'il t'avait encouragé à écrire. Mais par contre, il t'avait conseillé d'enlever les points d'interrogation. Pourquoi systématiquement chaque bonne suspension? En fait, quand j'étais gamine, très tôt, dès que j'ai commencé à écrire, je crois que j'ai commencé à écrire des histoires. J'écrivais des histoires, j'écrivais des poèmes, j'écrivais tout ce qu'on pouvait écrire. J'ai essayé de faire des mots croisés, à un moment, des définitions de mots croisés, pour vous dire. J'étais passionnée par le hibou parce que je trouvais que c'était formidable comme période. Je jouais un tango, j'essayais de faire des chansons. Et puis un jour, j'ai écrit, je ne sais pas pourquoi, parce que je devais être vraiment jeune, j'avais fait plein de poèmes, j'en avais écrit plein, et j'ai envoyé Pierre Segers Paris, j'habitais à Nancy. Et c'est arrivé. Pierre Segers Paris, j'ai mis un timbre, je ne sais pas du tout, je ne sais pas comment j'avais connu le nom, je ne sais pas comment j'avais su que cet homme était éditeur. Pierre Segers était le poète des résistants, c'était celui qui éditait les résistants pendant la guerre. Dans la petite collection Carré, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était une collection très mythique, qui ensuite a parlé de chanteurs. Et il m'a répondu. Alors franchement, j'étais quand même assez hallucinée, j'ai montré ça à ma mère. Et effectivement, il me disait, si j'étais encore éditeur, je ne sais pas qui était plus éditeur, je ne sais pas qui avait été, enfin bref, je vous éditerai tout de suite une plaquette. Les éditeurs à l'époque parlaient de recueil de poésie en appelant ça plaquette. Mais surtout, enlever les points de suspension. Parce qu'en fait, j'avais un souci, c'est que je ne savais tellement pas comment en finir avec une phrase. C'est difficile quand on écrit, parce qu'une phrase peut toujours être complétée, on peut toujours mettre des mots supplémentaires, on peut toujours la prendre dans un autre sens. C'est M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, en gros, et on ne sait pas s'arrêter. C'est un peu comme quelqu'un qui fait un tableau et qui d'un seul coup ne va pas savoir s'il faut rajouter encore de la peinture ou s'arrêter. Il n'y a rien de plus difficile que de savoir s'arrêter dans une toile. Quelle est la tâche qu'on ne va pas mettre, justement? Le tableau, en fait, il existe à partir du moment où on décide qu'on ne mettra pas une tâche supplémentaire. Il n'existe pas avant.
qui existe après. Et dans un livre, c'est un peu la même chose, et dans des phrases, c'est la même chose. C'est que c'est bien beau de raconter une histoire, mais il faut savoir aussi se dire, là non, voilà, ça s'arrête là. Et c'est très compliqué à faire. Donc, je pense que je mettais des points de suspension parce que je ne savais pas m'arrêter. Alors maintenant, j'ai trouvé une autre technique, étant plus âgée, c'est que maintenant j'écris des livres qui font quasiment le double de ce que je publie, et je coupe après, parce qu'en fait, je ne sais toujours pas m'arrêter. Voilà. Oui, mais est-ce que tu es toujours, et tu te dis toujours, mais ce livre n'est pas encore terminé. Est-ce que tu sais mettre le point final? À un moment, non, au moment où on le fait, on sait qu'à un moment c'est fini. Oui. Et à un moment, on sait que c'est terminé. En revanche, 3 ou 4 mois après, quand on le reprend, on se dit j'aurais pu faire ça et ça et ça. Donc il faut plus les regarder et plus les relire. Moi, je ne les lis plus une fois qu'ils sont édités. Alors, est-ce que c'est toi-même qui coupe le texte parce que tu trouves que c'est très long, ou que ça ne va pas, ou c'est ton éditeur? Comment ça marche avec un J'ai un éditeur? éditeur qui est génial, qui s'appelle Guillaume, qui me dit « Oh, là, c'est peut-être long, tu devrais peut-être revoir quelque chose. » Mais ça se borne à ça. C'est-à-dire qu'il me dit « Voilà, c'est pas un grave, c'est long, là, tu devrais couper 20 pages, voilà. » Des choses comme ça. Mais j'ai déjà, avant de les rendre, par exemple, si j'ai fait 500, 600 pages, ce qui se passe généralement, j'ai déjà élagué 200 pages. Et après, il va rester 100 où il faut encore un peu de... Et sur ce qu'il va me proposer, je ne le prends pas toujours non plus, on n'est pas forcément d'accord. Il me le signale, je le fais ou je ne le fais pas, et voilà, là, il y a des longueurs, je me dis peut-être qu'il avait raison, mais peut-être pas, je ne sais pas. Alors, tu disais également que ceux qui ont marqué l'écran de la littérature ont marqué également ta vie, comme Brigitte, Sagan, Anne Frank. Et est-ce qu'il y a d'autres auteurs aussi, des classiques? Oui, j'ai vu. Moi, j'ai procédé par période, comme tous les... Tu arrives tu as le temps de lire des classiques, de lire des... J'ai toujours lu beaucoup. Donc, toute mon enfance... Ce démon d'écriture, tu l'as eu jeune? Ah oui, j'avais 7 ans quand j'ai commencé. Donc, oui, à 7 ans, je remplissais des cahiers. Et je disais. Donc, j'ai lu tout ce que je pouvais lire. Mes parents avaient beaucoup de livres de poche, il y a une bibliothèque de livres de poche absolument insensée. Et donc j'allais piocher un livre très tôt après avoir lu beaucoup de choses de la bibliothèque rose, de la bibliothèque verte, des contes et légendes. Et après j'enchaînais sur, oui, Anne Frank, André Gide, puis un peu plus tard, je sais pas, à l'âge de 17 ans, les Américains, Kerouac, Faulkner, etc. Enfin bon, après c'est des périodes. Puis il y a eu une période de ma vie aussi où je prenais un lecteur et je lisais tout. Par exemple, quand j'ai commencé le premier livre de Duras que j'ai lu, Marguerite Duras, j'ai lu tout Duras. Le premier livre de Michel Tournier, après j'ai lu tout Michel Tournier. C'est sorti en Pléiade, Duras. Oui. Et il y a beaucoup d'auteurs que j'ai lus comme ça, puis il y en a d'autres que j'ai lus par petits morceaux, où j'y reviens. Il y a par exemple un auteur comme Stephen Zweig, c'est quelqu'un que je relis quasiment tous les ans. C'est le seul que je relis tous les ans. Alors, il y a également une lecture de texte. Quelqu'un veut lire une lecture de texte? Tu veux la lire? Vas-y. Alors, je t'aime parce que tu es toi. Je t'aime parce que tu serres les poings en dormant. Je t'aime parce que tes yeux ont la couleur des cieux que l'on ne voit jamais. Je t'aime parce que tu sais toujours choisir avant moi la bonne variété d'abricots à acheter. Je t'aime parce que depuis toi, mes jours sont auréolés de sourires. Je t'aime parce que tu es ma première et ma dernière femme, Léa. Je t'aime parce que nous regardons toujours nos pieds quand nous n'osons pas nous disputer. Je t'aime parce que tu sais calmer Eclipse. Alors Eclipse, c'est le chien d'un narratrice. Il a une histoire importante dans le web. Importante. On ne peut pas tout divulguer parce qu'à ce moment-là, que tu sais calmer Eclipse quand l'orage survient en pleine nuit. Je t'aime parce que tu connais toutes les sortes de champignons des bois dormants, mais que tu ne sais pas distinguer un bon cep d'un mauvais cep. Je t'aime parce que tu oublies parfois, Léa, de t'épiler les jambes en hiver et que tu en plaisantes en t'excusant. Oh, mais c'est que ça tient chaud, c'est poil. Je t'aime parce que sans toi, j'ai le sentiment que je ne serai plus rien. Je t'aime parce que quand tu fais la tête, ton menton se creuse en une fossette profonde. Je t'aime parce que tu ne supportes pas de voir les ongles de tes pieds non recouverts de vernis rouge.
Je t'aime parce que tu connais toutes les chansons de Mylène Farmer par cœur. Je t'aime parce que tu stresses en voiture et que tu injuries les automobilistes qui conduisent mal. Je t'aime parce que tu ne jures que par la ville de Paris, mais que tu rêves de vivre à Londres, Léa. Je t'aime parce que tu es fan de tous les films de Woody Allen, surtout les plus mauvais. Je t'aime parce que tu ne partiras jamais pour un pays en guerre. Tu me l'as promis, pour que je n'ai pas peur. Je t'aime parce que tu rêves de vacances en moto en Inde et que tu as juré que jamais tu n'avais eu une idée semblable avant moi. Je t'aime, Léa, parce que c'est toi et que tu n'as pas compris que j'avais vraiment été éprise de Marie, ou plutôt que tu fais semblant de ne pas le voir pour me laisser revenir en douceur vers toi, prête à me pardonner. Voilà. Ça, on peut tous faire un je t'aime parce que il y a des choses, quand on regarde dans nos vies, on se dit qu'on aime pour des tas de petites raisons comme ça, improbables, et qui finalement, mises bout à bout, dressent l'image complète de ce qu'on ressent pour quelqu'un. Mais avec tout ce laïus que fait la narratrice vis-à-vis de Léa. Je l'ai coupé quand il y en avait 25 pages, je m'imaginais, c'était insupportable. Léa ne revient pas, je veux dire, elle ne fait pas d'humilité parce que... Mais ça, elle ne dit pas, le truc c'est qu'elle le pense, et qu'elle le dit encore une fois. Elle le pense, mais malgré quand même qu'elle ait de contact avec elle, qu'elle s'excuse, Léa est intransigeante là-dessus. D'ailleurs, elle se retire de l'appartement, on vit toutes les deux, pour prendre un studio. Je veux dire, elle est intransigeante là-dessus. Et d'ailleurs, la souffrance terrible de la narratrice sur ce sujet-là est quasiment permanente dans tout le livre, dans la lecture du livre. Et c'est vraiment une déchirure complète. Alors, je passe du coq à l'âne pour te parler d'un ouvrage qui s'appelle Le plaisir du texte. Je ne sais pas si tu le connais, de Roland Barthès, qui dit ceci des écrivains. Il s'exprime, je cite. Ça m'a un petit peu choqué ce qu'il dit des écrivains. Et il dit, tout écrivain dit, fou de pluie, saint de daigne, névrosé je suis. Tu redis, je en ai. Alors tout écrivain dit, fou ne puis, saint ne daigne, névrosé je suis. Pour certains écrivains, pour certains artistes, mais pas tous, je sais pas. Ça, c'est Barthes. Tu mets les mots dans un autre ordre, tu obtiendras quelque chose d'intéressant. Oui. C'est la déstructuralisation du Oui, alors c'est pour ça que je demande à l'écrivain un petit peu qui est dans ce contexte, comment ça se passe. Bon, on va généraliser. De toute façon, pour un artiste en général, que ce soit des peintres, que ce soit des sculpteurs, que ce soit... Après, c'est que ce que je pense moi, on peut penser différemment, et je me trompe peut-être en plus. On dit toujours, il y a une phrase, vous savez, c'est mon opinion et je la partage. On est tout seul à partager son opinion. Et j'ai le sentiment que quand on étudie l'histoire de la peinture, des peintres, l'histoire des musiciens, qu'effectivement il y a une faille au départ. Mais la faille ne vient pas forcément de la personne. Là, on pourrait parler de psychologie générationnelle, c'est-à-dire qu'il faut un terreau. Pour qu'il y ait un artiste qui est né dans une famille, il faut qu'il y ait un terreau sur plusieurs générations. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que s'il y a 3-4 générations où il y a vraiment des problèmes un peu lourds, beaucoup de choses qui ont été résolues de génération en génération, bon, c'est pas les rois maudits, c'est pas 13 générations, mais il faut un certain nombre de générations pour qu'un artiste puisse naître et exister, quoi. Alors, comment se passent tes relations avec les autres écrivains? Bon, je suppose que avec les autres écrivains que tu connais particulièrement, ça se passe bien, je suppose que ça se passe bien en général. Mais comment sont les rapports avec les autres écrivains?